Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les sciences, secondaire 4, nous allons regarder les transformations nucléaires. Alors, regardons ici, donc, on parlera des transformations nucléaires. Alors, pour commencer, on va regarder la stabilité des noyaux. Prenons par exemple le noyau de l'hélium. Donc, si je prends le noyau de l'hélium, si je le regarde, il a 2 protons et il a 2 neutrons. Mais les protons, comme on le sait, sont de charges positives. Et la nature veut que les charges positives se repoussent. Donc les protons ici, en fait, ils s'exercent des forces de répulsion. Mais la question qui se pose, comment ces protons-là se maintiennent dans le noyau, sont explosés, en quelque sorte, comment le noyau maintient sa stabilité? En fait, il y a des forces qu'on appelle les forces fortes, qui s'exercent entre les neutrons, puisque l'hélium a 2 neutrons. Ce sont des forces qu'on appelle les forces fortes, et cette fois-ci, ce sont des forces d'attraction. Alors, les protons et les neutrons s'exercent entre eux des forces fortes qui s'attirent. En fait, les protons eux aussi exercent ces forces fortes entre eux et les neutrons eux aussi s'exercent ces forces fortes. Ces forces fortes, c'est comme des cordes qui maintiennent en fait le noyau stable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des forces fortes. Et puis là, c'est la force de répulsion électromagnétique. Donc ça, c'est force de répulsion. Force électromagnétique, électrique. Donc, c'est une force de répulsion. Alors, mais en fait, plus les protons augmentent, plus le nombre de protons augmente dans un noyau, plus on a besoin de neutrons. Ici, par exemple, le nombre de protons et le nombre de neutrons est le même. Donc, j'ai ici Z, c'est le nombre de protons égal au nombre de neutrons. Mais par exemple, si je prends le plomb, prenons par exemple le plomb. En fait, si je prends le plomb, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, il a 82 protons et 126 neutrons. Vous voyez que le nombre de neutrons est bien supérieur au nombre de protons. En fait, il y a une courbe qui nous donne en fait cette évolution. Cette courbe-là, ça nous donne le nombre de protons en fonction le nombre de neutrons en fonction du proton. Et on voit que si l'atome contient moins de 20 protons, eh bien le nombre de neutrons et le nombre de protons est sensiblement le même. Et parce que le noyau est stable. Si le nombre de protons est à peu près égal au nombre de protons est à peu près égal au nombre de neutrons, eh bien c'est que l'élément est stable. Et c'est pour cela qu'on appelle la droite où on a le nombre de protons égal au nombre de neutrons, c'est la ligne de stabilité. Mais dès qu'on dépasse 20, eh bien on voit que le nombre de protons dépasse de beaucoup le nombre de neutrons dépasse de beaucoup le nombre de protons. Eh bien c'est pour cela qu'en fait, nous avons des éléments qui sont stables et des éléments qui sont instables. Comme le plomb par exemple, c'est un noyau qui est très lourd, eh bien c'est un noyau qui est instable. Et par suite, il a tendance à se désintégrer. Donc, désintégration. Désintégration. Alors la désintégration c'est quoi? Eh bien la désintégration c'est le processus par lequel un noyau se divise. Un noyau se divise. C'est ça une désintégration. Un noyau se divise en de plus petits noyaux. En des plus petits noyaux. Pourquoi? Parce que ces plus petits noyaux, comme on vient de le dire, ils sont un peu plus stables parce que le nombre de protons et le nombre de neutrons dans ces petits noyaux est sensiblement le même. Maintenant, on va définir une notion qu'on appelle le T1,5 ou bien la demi-vie. Demi-vie. Ou bien ce qu'on note aussi T1,5. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire la demi-vie? Eh bien, la demi-vie, c'est le temps que met par exemple une quantité de noyau à perdre la moitié. Ça veut dire, supposons que j'ai 2 moles, par exemple, de carbone 14. Carbone 14. Eh bien, c'est le temps pour que les 2 moles ne deviennent qu'une seule mole. Ça veut dire, il y a une mole qui s'est désintégrée, c'est la moitié. C'est ce qu'on appelle le temps 1,5. Donc, le temps 1,5, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié d'une quantité disparaissent ou se désintègrent. Par exemple, pour le carbone 14, en fait, ce temps-là est 5731.
Ça veut dire que si j'ai 2 moles de carbone 14, après 5730 ans, je ne trouverai qu'une seule mole de carbone 14, et l'autre, elle s'est désintégrée. Alors là, je vais vous donner un tableau des demi-vies, parce que vous devez les connaître. Donc, parce que pour faire les exercices, on a besoin de ça. Et bien, regardez, ici, par exemple, nous avons une substance, il a demi-vie. Par exemple, le tritium, c'est l'hélium 3, c'est l'hydrogène 3, pardon. Et bien, il lui faut 12 ans, à peu près 12,33, 12 et un tiers ans, pour que la moitié se désintègre. Donc, la période de demi-vie, c'est 12 ans. Le carbone 14, c'est 5730 ans. Le cobalt 60, c'est 5 ans et 27. Donc, vous voyez, lui, il se désintègre pas mal, parce qu'il ne lui faut que 5 ans pour qu'on perde la moitié. Le technetium, c'est 4,2 fois 10 à la 6 ans, à peu près 4 millions et 200 000 ans, pour que la moitié disparaisse. L'iode, 131, vous voyez, lui, il est très réactif, il se désintègre rapidement, parce qu'il ne lui faut que 8 jours pour que la moitié disparaisse. Le radium, 226, on a besoin que 1,60 pour que la moitié, 1,60 fois 10 à la 3, en à peu près 1600 années, pour que la moitié disparaisse. L'uranium, lui, c'est à peu près 70 000 ans, pour que la moitié disparaisse, donc il est lui très stable, ne se désintègre pas facilement. L'uranium, c'est pour cela qu'une place qui est contaminé par l'uranium, c'est contaminé presque pour toujours, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que cet uranium disparaisse, parce qu'il a une demi-vie qui est très grande. Hein. C'est 10 milliards, c'est 70 millions d'années. L'uranium 238, lui, c'est 4 milliards d'années. C'est pour cela que Tchernobyl, par exemple, ne peut plus y retourner. Hein. Le plutonium 239, regardez, lui, il se désintègre rapidement, c'est à peu près 24 ans, mais quand même 24 ans c'est beaucoup aussi, à l'échelle humaine. Maintenant, regardons un exercice. Regardons comment on utilise ces informations. On nous dit ici, un échantillon contient 5000 noyaux de carbone 14. Après combien de temps il ne reste plus que 625 noyaux? Alors au départ, on va partir de 5000 noyaux. Et je dis ici, après T1,5, qui est égal en fait à 5370, donc je dois diviser ça par 2. Après ce temps-là, 5000 va se diviser par 2, il ne me restera que 2500. Maintenant, après un autre T1,5 ou bien après un autre 5370 ans, donc on mettrait ici 1, ceci va encore se diviser par 2, et là il ne me restera que 1250, et encore une fois après un autre T1,5 qui est de 5370, c'est-à-dire cela va encore se diviser par 2, et là j'aurai 625 noyaux qui vont rester. 625 noyaux qui vont rester. Alors combien de temps il me faut de passer de 5000 à 625? Vous voyez que c'est très simple, c'est 5370, donc je vais prendre ça, je vais le mettre en... Donc on va mettre réponse ici. 5370 fois 3, qui en fin de compte me donne en fait 17 190 ans. Donc, en fait, si j'ai 5000 noyaux, j'aurai 625 noyaux après 17 190 ans. Alors là, on vient de définir la demi-vie. Là, on va parler un petit peu de la radioactivité. Donc, la radioactivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la radioactivité? Eh bien, en fait, c'est la désintégration naturelle. Donc, c'est émission naturelle de rayonnement. Donc, c'est la nature, les particules ou bien les noyaux qui sont lourds, puisqu'ils sont lourds et sont grands, ils vont se désintégrer. Pourquoi? Parce que le noyau n'est pas stable, les forces n'arrivent pas à se maintenir, et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, les scientifiques, ils ont trouvé que, en fait, la nature veut qu'il y ait 3 types de rayonnement. Il y a la radiation alpha, la radiation bêta et la radiation gamma. Donc, nous avons les 3
radiation qu'on peut trouver dans une radioactivité. Alors là, on va arrêter ici et puis on va continuer dans une autre vidéo. Donc faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter.